Compatriotes. Avec les concertations nationales en cours, la transition du CNRD commence sur les chapeaux de roue. La première journée a été marquée par une rencontre avec les leaders des partis politiques, suivie d'une rencontre avec les représentants des coordinations régionales. En fin de journée, le CNRD a bouclé les discussions avec les chefs des différentes confessions religieuses. Le mercredi 15 septembre, ce fut le tour des présidents des organisations de la société civile. Dans l'après-midi et la soirée de cette même journée, les représentants des missions diplomatiques et ceux des Guinéens de l'étranger. Aujourd'hui, jeudi 16 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya est en discussion avec les patrons des différentes sociétés minières implantées en Guinée. La journée prendra fin par une rencontre avec les présidents des différentes organisations patronales. La dernière journée, vendredi, les directeurs des banques primaires et microfinances seront les premiers à être reçus. Puis, les représentants des différentes centrales syndicales clôtureront les concertations. C'est à l'issue de ces consultations que le CNRD va mettre en place une feuille de route de la transition. Comme on le voit, c'est un programme marathon que le colonel Doumbouya et ses compagnons effectuent au pas de course. Même si tout semble réussir jusqu'à présent, au CNRD, il faut relever les quelques défis qui pointent à l'horizon et qui peuvent affecter la bonne conduite de la transition. 3 nous semblent être prioritaires avant la mise en place et la validation d'une feuille de route par l'ensemble de la société. 1. Le défi organisationnel que tout le monde a pu observer lors de la rencontre avec les leaders des partis politiques. 2. Le tempo qu'il faut imposer à la transition face à l'urgence démocratique. 3. La réponse à la soif de justice des populations. Pour être plus explicite, analysons-les séparément. La première journée de concertation qui a vu la rencontre du CNRD avec les leaders des partis politiques a été révélatrice de 2 faits assez troublants pour la bonne conduite de la transition et aussi pour l'avenir politique du pays. La mauvaise organisation de l'événement par les autorités et le tohu-bohu qui en a résulté. Et deuxième fait troublant, le foisonnement des partis sur l'échiquier et ses effets sur la vitalité démocratique du pays. La meute politique qui a répondu à l'appel du CNRD au Palais du Peuple a ébahi plus d'un Guinéen et suscité toutes sortes d'interrogations. Les autorités auraient dû prévoir ce déferlement, car la Guinée compte plus de 149 partis agréés selon le dernier recensement effectué en 2020. N'aurait-il pas été plus judicieux d'inviter seulement les partis qui ont pris part à une élection populaire ou qui ont une présence active dans le débat politique? Ne devait-on pas envoyer des lettres d'invitation et dresser une liste des intervenants? Mais le manque d'organisation a créé un tel embouteillage que tous n'ont pu accéder à la salle de réunion. Des leaders crédibles et influents, passés par la case prison, ont trouvé porte close, alors que d'autres leaders, sans légitimité aucune, étaient à l'intérieur et ont même pris la parole. Fort heureusement,
le CNRD s'est vite rendu compte de ses erreurs et a corrigé le tir concernant les réunions subséquentes. Même si tout semble se dérouler normalement depuis, il faut constamment garder à l'esprit le sens de l'organisation et de la méthode tout au cours de cette transition. L'autre question soulevée par cette fausse note est celle liée à la présence de cette multitude de partis politiques dans le paysage politique guinéen. Nombreux parmi eux sont des partis fantômes qui, au-delà du leadership de leurs fondateurs, peinent à exister. Le plus souvent, ces partis constituent un fonds de commerce pour des leaders en quête de strapontins ou de postes juteux. Ils polluent l'environnement politique et entravent la bonne marche de la démocratie. C'est bien à dessein que le régime défunt a encouragé et facilité le foisonnement de tous ces partis politiques pour diluer et dérouter le vote démocratique. C'est ce qui explique d'ailleurs que le ministère de l'administration du territoire n'a jamais voulu réglementer le fonctionnement des partis politiques. Il y a donc nécessité, aussi bien pour les autorités de la transition que pour le gouvernement qui sera issu des élections, d'assainir le paysage politique guinéen. Après le défi organisationnel, il faut songer à imposer un tempo à cette transition pour que, comme dans une chorégraphie, il y ait un mouvement d'ensemble. Cela permet de maintenir la cohésion entre les différents acteurs de la transition et de suivre efficacement son déroulement. Mais on ne peut avoir une situation où les uns veulent aller très vite et les autres plus lentement en prenant tout le temps possible. On ne peut non plus permettre à certains de brûler les étapes sans tenir compte des échéances ou alors à d'autres de retarder délibérément le processus pour servir leurs intérêts. On a vu par exemple certains acteurs susciter une polémique inutile et stérile sur la durée de la transition alors que cela ne pourra être déterminé que dans la feuille de route issue des consultations avec toutes les composantes des forces vives, mais aussi des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le processus. On a vu aussi d'autres qui ont déjà dressé une shortlist des candidats au poste de Premier ministre, alors que même les organes de la transition n'ont pas encore été définis, ni même le profil qu'on doit rechercher pour le candidat à ce poste. Pire, certains candidats sont déjà entrés en campagne sur les réseaux sociaux à travers des communicants de tout acabit. Et que dire de cette charte de la transition rédigée et publiée par un consultant international dans les jours qui ont suivi le coup d'État et avant même que les nouvelles autorités ne consolident leur pouvoir. Cette ébauche de la charte, ou ce brouillon, comme l'auteur lui-même l'a qualifié, a été disséminée partout et elle a fait le tour des réseaux sociaux. À tel point que certains ont pensé qu'il s'agissait d'un travail fait sur demande des autorités de la transition. Là encore, on voit que l'auteur est allé trop vite en besogne. Nonobstant toute sa bonne volonté et l'amour qu'il éprouve pour la Guinée, il faut dire qu'il s'agit là d'un travail
prématuré, ou pour parler de façon plus imagée, d'un accouchement prématuré. Il fallait juste attendre que les consultations démarrent et arrivent à terme. L'auteur aurait pu ainsi soumettre son travail à une ou plusieurs composantes des forces vives ou encore directement au CNRD. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Tout ceci me fait dire qu'il faut absolument imposer un tempo à cette transition. Sinon, certains acteurs vont danser plus vite que la musique. Et ils risquent même de s'égarer. Pour une fois, soyons disciplinés et essayons de suivre le rythme de la musique. Faisons en sorte qu'on se mette tous au même diapason, c'est-à-dire dans une disposition d'esprit conforme aux circonstances, en harmonie, en accord avec l'attitude ou les opinions d'autrui. Passons maintenant à la troisième question que nous avons soulevée. La soif de justice des populations. Il ne faut pas oublier que les Guinéens ont subi toutes sortes de violations de leurs droits pendant ces 11 dernières années. Il y a eu des crimes de sang avec de nombreux morts et des blessés graves, souvent handicapés à vie. Aucune enquête n'a jamais été faite pour retrouver et trouver et punir les coupables et aucune procédure judiciaire n'a été ouverte pour remettre les victimes dans leurs droits. Il y a eu des crimes économiques avec toute une litanie de scandales financiers, des millions et des millions d'euros, de dollars et des milliards de nos francs. Tout ceci alors que la population croupit dans la misère. Au nom de quelle justice devrait-on balayer toutes ces affaires sous le tapis? Que pourrait-on construire de viable sur un tel déni de justice? C'est pourquoi le CNRD doit rapidement répondre aux attentes de la population pour créer les conditions essentielles à l'obtention d'une justice pour les victimes de crimes commis durant la gouvernance d'Alpha Condé. S'agissant de ce dernier, il faut rapidement ouvrir une procédure judiciaire contre lui, même si l'on sait qu'un procès prendra du temps, voire quelques années. Aucune organisation internationale, aucun chef d'État étranger ne doit être en mesure d'empêcher les autorités de la transition à rendre justice aux victimes qui ont souffert dans leur chair des crimes commis par Alpha Condé et ses acolytes. Le cas d'Alpha Condé est simple, à mon avis. Il faut rapidement l'inculper, le mettre en résidence surveillée et lui permettre de se procurer les services d'un avocat et qui réponde devant la justice qui est désormais la boussole de tout le monde, grand ou petit, riche ou pauvre. Aucune exception à la règle ne doit être faite, surtout pas pour Alpha Condé, pas lui. Même s'il n'y aura pas de chasse aux sorcières ou de règlement de compte, ceux qui ont géré doivent rendre compte de leur gestion. Ceux qui ont détourné l'argent public doivent être poursuivis et condamnés. Et que l'État guinéen récupère ses fonds. Ceux qui ont tué ou violé doivent aussi répondre devant les tribunaux pour que les victimes rentrent dans leurs droits et qu'elles soient dédommagées. Les innocents n'auront rien à craindre et pourront vaquer tranquillement à leurs affaires. L'administration
et la bonne exécution de la justice sera un des chantiers sur lesquels cette transition qu'on veut inclusive et paisible sera évaluée. Vive la refondation, vive le CNRD, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.